Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une révision qui porte sur la correction de l'examen national 2016, session normale. Cet examen il est destiné aux étudiants de sciences et technologies électriques. On va traiter l'unité transmettre. Présentation du système. Alors le système sur lequel on va travailler, c'est l'usine d'incinération des déchets. Donc le sujet comporte trois situations d'évaluation. On a situation d'évaluation 1 porte sur l'analyse fonctionnelle et transmission de puissance. La deuxième situation, c'est pour l'étude énergétique. Et la situation d'évaluation 3, c'est l'étude de l'acquisition et de traitement de l'information. On vous informe que les situations d'évaluation sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre quelconque, après la lecture d'introduction de la description du fonctionnement et des spécifications techniques. Et donc, puisqu'on va traiter l'unité transmettre, on va s'intéresser à la situation d'évaluation 1, analyse fonctionnelle et transmission de puissance. Introduction. Alors, on va l'unité d'incinération des déchets. Le mot incinération veut dire quoi? L'incinération est une technique de traitement de déchets. Exemple, ordures ménagères. Elle permet la récupération d'énergie électrique et chaleur et de matériaux utilisés dans les travaux publics. La combustion se fait à une température supérieure à 850 degrés Celsius dans des fours spécialement conçus à cet effet, comme on voit sur la figure 1. Alors, grâce à cette chaleur qui est dégagée, l'eau elle est transformée dans une chaudière en vapeur sous pression. Et cette vapeur, elle va servir à produire soit de l'énergie électrique grâce à des turbo-alternateurs, soit de l'énergie thermique pour chauffer des bâtiments. Alors, les déchets, comment ils sont transportés? Les déchets sont déversés dans une fosse, comme vous voyez dans la figure 1, de réception et de stockage. Et après, il y a un grappin qui est lié à un pont roulant. Il saisit ces déchets et puis il les déplace et les déverse dans une trémie. Puis ils se dirigent vers le four où ils se sont brûlés. Alors, l'unité sur laquelle va porter l'étude, on va traiter le pont roulant. Alors, le pont roulant, comme le montre la figure 2, il est constitué de plusieurs composants, de plusieurs moteurs, comme on va voir. On a le moteur M1, c'est un moteur de direction. Donc, quel est son rôle? Le moteur de direction M1 déplace le chariot vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire l'axe Y. Le moteur M2 de levage qui a pour rôle la descente ou la montée du grappin, c'est-à-dire il déplace suivant l'axe Z. Puis les moteurs M3 et M4 de translation, ils déplacent le pont vers la gauche ou vers la droite, en l'occurrence l'axe X. Les moteurs M1, M2, M3 et M4, ils sont associés à des variateurs de vitesse et à des réducteurs et sont munis de freins à manque de courant. La commande de pont roulant se fait par l'opérateur à travers deux joysticks industriels, comme on voit sur la figure 3. Donc on l'appelle un joystick ou bien c'est une manette pour contrôler le pont roulant. Puis, on a un pupitre de commande qui est l'interface entre l'homme et la machine qui a pour rôle d'informer l'opérateur sur l'état du système. Puis, un automate programmable API qui gère le système. Alors, diagramme des interactions, comme on appelle le pieuvre, il est donné de la manière suivante. On a trois fonctions qu'on va déduire du diagramme des interactions. FC1, respecter les normes en vigueur
de sécurité, FC2 être manœuvré par un opérateur et puis FC3 être alimenté en énergie électrique. Alors, le dessin d'ensemble des moteurs réducteurs freins. Ça, c'est le dessin d'ensemble qui contient plusieurs parts. On va le traiter d'une manière détaillée. Alors, la situation d'évaluation. On a la tâche 1, compléter le diagramme bêta-corne, et la tâche 2, à partir du diagramme des interactions qu'on vient de voir, qu'appelle-t-on les fonctions FC1, FC2, FC3 et préciser les fonctions techniques FT14, FT22 et FT23 du fast partiel. Alors, commençons par la première question. Le diagramme bêta-corne. Alors, à qui rend-il service? À l'utilisateur. On a déjà, la réponse elle est déjà placée. Alors, la deuxième question, sur quoi agit-il? Alors, pour connaître la réponse, ou bien pour savoir, on doit retourner voir la description du système. Donc, si on revient à la description, l'introduction du système, on va voir que le dernier paragraphe nous dit, ou bien nous informe, les déchets ils sont déversés dans une fosse de réception. Et il y a un grappin qui saisit ces déchets et les déverse dans une trémie. Donc, le grappin il est lié au pont roulant. C'est-à-dire que le pont roulant, il agit sur les déchets. D'accord? Et dans quel but? Quelle est la fonction? C'est pour les déplacer vers la trémie. Et donc, on va dire, les déchets, et dans quel but? Alimenter la trémie en déchets. Question 2. Qu'appelle-t-on les fonctions FC1, FC2, FC3? Alors, il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions principales, qu'on le note FP. Il y a des fonctions contraintes, qu'on les nomme FC. D'accord? Des fonctions principales FP et des contraintes FC. Là, on a des fonctions FC1, FC2, FC3, donc ils sont des fonctions de contrainte. Question 3. Préciser les fonctions techniques FT14, FT22 et FT23 du fast partiel. Donc, pour la fonction FT14, on va jeter un coup d'œil sur le fast partiel. On remarquera qu'on a la fonction FT14 qui n'est pas connue, sur laquelle on doit répondre, et elle est liée à une solution constructive moteur réducteur frein M1. Puis FT22 avec un automate programmable industriel et FT23 avec une solution constructive interface homme-machine. Alors commençons par la première. Moteur réducteur frein M1. Pour connaître sa fonction technique, on va retourner à la description et voir que le moteur M1, il déplace le chariot vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, sur l'axe Y. Donc, cette phrase, on va la prendre et on va répondre avec, c'est déplacer le grappin suivant l'axe Y. Pour la fonction FT22, donc 22, elle est liée à un automate programmable industriel. Retournons à la description. Donc, la dernière phrase, il nous informe que l'API ou bien l'automate programmable industriel, il gère le système ou bien traite le système. Voilà. Et pour FT23, c'est une interface homme-machine. Alors, retournons à la description. On va voir que l'interface homme-machine, il informe l'opérateur sur l'état du système. La phrase l'avant-dernière. On va prendre la phrase et on va la mettre comme réponse. Et voilà. La question, on va passer à une autre tâche. C'est la tâche 3, analyse et compréhension du moteur réducteur. Donc, on va travailler sur le dessin d'ensemble. On doit compléter le schéma cinématique. On doit répondre quel est l'intérêt des freins à manque de courant, quel est le rôle des ressorts, et puis indiquer le nombre de surfaces de contact. Alors, compléter le schéma cinématique, comme vous voyez là. Donc, le dessin d'ensemble est composé généralement d'un frein, puis un moteur, et puis un réducteur. Donc, dans l'image, on va voir qu'il y a un bloc frein, un bloc moteur, et puis on a plusieurs engrenages qui forment des étages. Donc on a un étage, deux étages et trois étages. Et puis on a la sortie.
Donc, il nous demande de donner les noms des constituants des engrenages. Alors, commençons par le premier. On a le moteur, il est lié à un pignon qui a le numéro 5. Et le numéro 5, il engraine avec quelle autre poulie, quelle autre roue dentée, pardon, avec la roue dentée 25. Donc 5, 25. Puis, on a la poulie, le pignon 18, il engraine avec la roue dentée 6 et la poulie, le pignon 10 avec la roue dentée 16. Donc on va nommer le schéma cinématique. On a 15 avec le 25, 6 avec le 18 et puis le 10 avec le 16. Maintenant, on va remplacer les parties vides par les liaisons correspondantes. La première liaison, c'est la liaison du disque de frein. D'accord? Et donc, les bobines, quand ils sont alimentés ou bien quand ils sont non alimentés, le disque va faire une translation vers les bobines ou bien il retourne à l'arrière. Comme on voit ici, il est encastré, c'est-à-dire éliminer la rotation par une clavette, puis il reste le mouvement de translation du plateau. Donc la liaison va être une liaison glissière, qu'on la note avec un rectangle, puis on lie avec les autres parties. Alors la deuxième liaison qu'on va traiter, c'est la liaison c'est de l'arbre qui porte les pignons et les roues dentées 25 et 18. Donc retournons au dessin d'ensemble, on va voir que l'arbre elle est portée par des roulements à 2 rangées de billes. Et donc, quand je dis des roulements, je dis guidage en rotation. Et quand je dis guidage en rotation, je dis la liaison pivot. Donc, pivot, arbre, alésage et puis les arêtes. Puis, l'autre liaison, donc en retournant au dessin d'ensemble. Donc, le dessin d'ensemble de l'arbre 7, elle est encore liée à l'alésage par des roulements. Et donc, la même chose, quand je dis des roulements, je dis la liaison pivot. D'accord? De la même façon, arbre, alésage, puis les arêtes. La dernière liaison à mettre, c'est une liaison qui lie l'arbre 12 avec la roue dentée 16. Et là, on voit qu'il y a un anneau élastique, puis un épaulement pour arrêter la translation des deux côtés, et puis une clavette pour arrêter la rotation. Donc, c'est une liaison encastrement. Alors, question 5. Quel est l'intérêt de l'utilisation d'un frein à manque de courant? Alors, pour l'utilisation d'un frein à manque de courant, on va faire un petit rappel. Les freins à manque de courant, c'est un type de frein, mais il a une petite particularité. Laquelle? C'est que la non-alimentation du frein et du moteur, il provoque le freinage. C'est-à-dire que quand je n'alimente pas le moteur et que je n'alimente pas le frein en énergie, c'est là où le frein il est actif. C'est pour cela qu'on l'appelle frein à manque de courant. Donc voyons cette animation. Là, on est dans un cas où là un moteur à l'arrêt. Comment on a su qu'il est à l'arrêt? Regardons le contacteur. Il n'y a pas de contact entre l'énergie électrique et le moteur, donc il est à l'arrêt. Et là, on remarque que le moteur, il est déjà lié à l'arbre. Il est déjà en fonctionnement. D'accord? Par contre, dans la deuxième figure, on a les contacteurs, ils sont déjà liés, donc il y a courant électrique. Et là, on voit que le frein, il retourne, donc il laisse de l'espace, puis il est non freiné. Pourquoi? Alors là, pourquoi cette particularité? Parce que l'avantage de ces freins, c'est pour assurer la sécurité. Comment? Il peut être freiné même en cas de coupure d'énergie. Donc ce procédé, comme on lit, réside dans le fait que le freinage il est toujours assuré même en cas de coupure d'énergie. Et c'est pour ça qu'il est fortement conseillé lors que la sécurité elle est très importante. Alors, ça va être notre réponse. On a utilisé les freins à manque de courant
c'est pour assurer le freinage en cas de coupure d'alimentation électrique. Question 6. Quel est le rôle des 3 ressorts? 34. Alors, suivant le dessin d'ensemble, on va voir que le ressort 34, d'accord, elle est placée dans le bloc frein. Et donc, son rôle, c'est pour assurer l'effort presseur sur les plateaux pour le freinage. Donc, assurer l'effort presseur sur les plateaux pour le freinage. Et n'oublions pas qu'on a 3 ressorts disposés à 120 degrés. Question 7. Indiquez le nombre n de surfaces de contact. Alors, suivant le dessin d'ensemble, on remarquera que le disque numéro 33, encore, donc le disque numéro 33, il va être translaté ou bien faire une liaison de translation à gauche ou à droite suivant l'alimentation des bobines. Et donc, puisque quand les bobines ils sont alimentés, ils vont attirer vers eux le disque et puis il va créer 2 contacts. C'est pour cela qu'on va mettre qu'on a un contact entre le 33 et le 32 et puis un contact entre le 33 et le 31. Donc on a 2 surfaces de contact. La tâche numéro 4, on va traiter le réducteur, c'est-à-dire les trains d'engrenage. Et donc on doit calculer le diamètre primitif D25, déduire le rapport de réduction R1, et puis calculer la vitesse de rotation N29 et déterminer le rapport R2 du 2e étage. Puis, troisième partie, concernant le 3e étage, on doit déterminer le rapport de réduction R3, puis déduire le rapport global de tous ces réducteurs et puis calculer la vitesse de rotation du tambour. Alors, la question 8, sachant que l'entraxe du premier étage est égal à 90 mm et que le pignon 5 a un diamètre de 30 mm, calculez le diamètre primitif D25. Alors, on a l'entraxe. Alors, pour rappel, l'entraxe, c'est la distance entre les axes du pignon et de la roue. Et donc, cette distance, elle est connue. Puis, on est en train d'étudier le premier étage, c'est-à-dire le pignon 5 et la roue dentée 25. Et donc, pour calculer le diamètre, on a besoin soit du module et du nombre de dents, la chose qu'on n'a pas. Donc, on va utiliser une autre relation, c'est la relation du rapport. Alors, n'oublions pas que le rapport de transmission, il peut être calculé de plusieurs façons. Il peut être calculé en fonction du diamètre, en fonction du rayon, en fonction de la fréquence de rotation, en fonction de la vitesse angulaire, d'accord, en fonction du nombre de dents. Et donc, on va utiliser celle qui est plus appropriée où les données ils sont disponibles. Et donc, n'oublions pas que si on veut calculer le rapport de réduction en fonction des diamètres, on doit mettre le diamètre de l'entrée sur le diamètre de sortie. La même chose pour les rayons, c'est le rayon d'entrée sur le rayon de sortie. Pour les aides, la même chose. Le nombre de dents d'entrée sur le nombre de dents de sortie. Par contre, quand on parle de la fréquence de rotation ou bien la vitesse angulaire, c'est la sortie sur l'entrée. Alors, dans notre cas, on va utiliser le rapport. Alors, la question 8, sachant que l'entraxe du premier étage A est égal à 90 mm et que le pignon D5 de 30 mm, calculez le diamètre primitif D25. Alors, on a l'entraxe A, d'accord? On a la valeur du diamètre D5 et donc, il est plus facile de calculer le diamètre D25 en utilisant la relation de l'entraxe qui dit que A, c'est le diamètre 5 plus diamètre 25 sur 2. Alors, on va écrire D25 en fonction des autres composants et puis on va faire une application numérique et voilà, on a notre résultat final est égal à 150 mm. Question 9. Déduire le rapport de réduction R1 de cet étage. Alors, pour calculer le rapport de réduction, vous devez savoir que le rapport de réduction se calcule de plusieurs façons.
Il est en fonction du diamètre, en fonction du rayon, en fonction de fréquence de rotation, etc. Mais ce que vous devez en faire attention, c'est que quand je veux calculer le rapport de réduction en fonction des diamètres, je dois mettre les diamètres d'entrée sur le diamètre de sortie. La même chose pour les rayons, le rayon d'entrée sur le rayon de sortie. La même chose pour le nombre de dents, Z d'entrée sur Z de sortie. Quand je veux l'exprimer en fonction de la fréquence de rotation et de la vitesse angulaire, c'est la sortie sur l'entrée. D'accord? Faites attention à ça. Alors, déduire le rapport de réduction R1. Là, j'ai le diamètre 25 et j'ai le diamètre 5. Donc, je peux déduire mon rapport en fonction des diamètres. Donc, je vais faire D5 sur D25. Parce que D5, c'est le diamètre de l'entrée et le D25, c'est le diamètre de sortie. Application numérique. Et je vais avoir mon rapport qui est égal à 1 sur 5. Question 10. Sachant que la vitesse de rotation du moteur NM 1452, calculer la vitesse de rotation N29. Alors N29, c'est la vitesse du sortie du premier étage. D'accord? C'est l'arbre 29. Et là, on est censé calculer la fréquence de rotation de cet arbre. Donc pour cela, on va utiliser que le premier rapport. D'accord? On va utiliser le rapport en fonction des vitesses de rotation. C'est la sortie sur l'entrée. D'accord? Alors on va écrire N29 en fonction des autres composants et puis application numérique, ça va donner le résultat final. Question 10. Sachant que le nombre de dents de la roue 6 et du pignon 18 sont 5 et 35 respectivement, déterminer le rapport de réduction R2. Alors là, je vais le calculer en fonction de Z. Comme on a dit, ça va être Z d'entrée sur Z de sortie. Comment je vais savoir qui est l'entrée et qui est la sortie? En regardant le dessin d'ensemble. Donc j'ai le pignon 18 et la roue dentée 6. Le pignon 18 qui fait tourner la roue 6. Donc 18 c'est l'entrée et 6 c'est la sortie. Et donc ça va être D18 sur D6. On va faire une application numérique, c'est 1 sur 3. Alors le troisième étage, 10 et 16, est un engrenage à denture hélicoïdale. Là, c'est un peu différent. Parce qu'on a un module normal, Mn, et un angle d'hélice bêta. Le diamètre primitif D10 est donné, et le nombre de dents, D6, il est égal à 32 dents. Et il nous demande de calculer le rapport de réduction R3. Alors pour calculer le rapport de réduction R3, je peux le calculer par la fréquence de rotation, mais là je ne peux pas parce que je n'ai pas les données. Je peux le calculer par les diamètres. Oui, j'ai le diamètre 10, mais je n'ai pas le diamètre 16. Par contre, j'ai le nombre de dents 16. Alors, est-ce qu'il y a une relation qui me permet de calculer le diamètre en fonction du nombre de dents Z? Oui, il y a une relation qui dit que diamètre, c'est le moment apparent, le module apparent fois le nombre de dents. Mais je n'ai pas le module apparent. Alors, je peux le calculer en fonction du module réel divisé par cos bêta. Et là, j'ai toutes les données nécessaires. Donc, le rapport, c'est D10 sur DC, c'est l'entrée sur la sortie. Le DC, je ne l'ai pas, c'est le module apparent fois le nombre de dents. Et puis, je vais le convertir. Je vais mettre la relation du module apparent, c'est le module normal sur cos bêta. Et puis, je vais remplacer par les valeurs et j'aurai ma relation, mon résultat. Question 13, déduire le rapport de réduction RG, c'est-à-dire le rapport global. Et le rapport global, c'est le produit de tous les rapports. Donc, j'ai 3 rapports. Je vais les multiplier pour avoir un résultat final. Question 14, calculer la vitesse de rotation NT du tambour. Donc, la vitesse de rotation NT, je vais la calculer en fonction du rapport global, parce que la sortie est en fonction de l'entrée. Et je vais écrire NT en fonction des autres composants. Et voilà, je vais avoir mon résultat final. Tâche 5, j'ai le frein moteur qu'on vient d'étudier. Il est lié à un réducteur, puis à un tambour qui va soulever le grappin. On a plusieurs données, la masse du grappin, la masse des déchets, la pesanteur G, le diamètre du tambour, la vitesse L
il y a une vitesse minimale, mini, et vitesse maximale, maxi. Et puis le rendement du réducteur, NR09, et le rendement du tambour, 0,78. On est censé calculer la puissance PT, donc la puissance T nécessaire pour soulever la charge, mais dans le cas de la vitesse maximale, et puis déterminer le couple CM. Alors, pour calculer la puissance PT, c'est une puissance pour soulever une charge maximale, pour soulever une charge. Donc la charge, il subit une translation. Alors, je vais mettre la relation de la puissance en cas de translation, qui est égale à la force fois la vitesse. D'accord? Et dans les données, je n'ai pas la force. Par contre, j'ai la vitesse. C'est la vitesse que je vais utiliser, c'est la vitesse maximale. La force, je vais la remplacer, puisque je vais soulever une charge, donc elle est égale au poids. Et le poids, c'est la masse fois la pesanteur, c'est M fois G. D'accord? Puisque j'ai deux masses, masse du grappin et masse du déchet, donc je dois faire la somme des deux, puis les multiplier par G qui est égal à 10. Et donc, on va avoir mg plus mt multiplié par G fois la vitesse max. Application numérique, j'ai multiplié par 10 à la puissance 3 parce que la masse, je l'ai en tonnes et je dois la convertir en kilogrammes. Puis j'ai divisé sur 60 parce que la vitesse dans les données, c'est mètres par minute. Je dois la convertir en secondes. Et voilà mon résultat final. Question 16. Déterminer le couple CM du moteur. Donc pour déterminer le couple CM, en voyant les données CM, la relation où CM apparaît, c'est dans la puissance. Et donc j'ai la puissance de sortie PT, je l'ai calculée. La puissance d'entrée, je ne l'ai pas. Et les deux, la puissance d'entrée et la sortie, dans quelle relation on les utilise? Dans la relation du rendement. Donc je dois calculer le rendement je dois utiliser le rendement pour pouvoir déduire le couple moteur. Là, est-ce que je vais utiliser le rendement du réducteur seulement? Non, je vais faire le produit des rendements, le rendement global. Alors, le rendement global, qui est le produit des deux rendements, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Je vais écrire la puissance moteur en fonction des autres composants. Et donc, la puissance moteur, c'est le couple fois la vitesse angulaire. Puis, la vitesse angulaire oméga, c'est quoi? C'est 2πn sur 60. Puis, je vais mettre les autres dans l'autre côté. Application numérique. Et je vais avoir mon résultat final du couple moteur. Alors là, on va traiter la partie frein. Donc on a l'expression du couple de freinage où N est l'effort presseur produit par les trois ressorts. D'accord? Et un seul ressort, il fournit un effort de 300 newtons. Donc pour avoir N, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier F par 3 parce que j'ai 3 ressorts. J'ai le coefficient de frottement donné et les surfaces qui sont données. Donc, je dois calculer calculer le couple de freinage et justifier si le frein il est convenable ou bien citer les éléments sur lesquels on doit agir. Alors, pour le calcul de CF, on va prendre la relation, on va faire une application numérique. Donc, on a 2 fois 2, c'est N minuscule, c'est le nombre de surfaces. Puis N majuscule, c'est 3 ressorts fois F, puis 0,65 c'est F, et on remplace les valeurs. Sans oublier de convertir les unités, d'accord, parce qu'ils sont en millimètres, et on aura le résultat final, c'est 253,5 Nm. Ce frein est-il convenable? Comment je vais savoir? Je vais prendre le couple moteur et puis le couple de freinage et je vais les comparer. Alors quand je vais les comparer, je vais trouver que le couple moteur il est supérieur au couple de freinage. Donc, le frein il n'est pas convenable. La question 19, sur quoi je dois agir normalement? Je dois agir sur plusieurs choses. Je peux agir sur les dimensions des disques, le nombre des disques, coefficient de frottement, l'effort presseur, etc. Dernier paragraphe, c'est travail graphique. Donc, représenter la nouvelle solution en utilisant un écran hexagonal et les rondelles Grower. Donc là, c'est notre dessin. Avec quoi je peux commencer? Bon, je peux commencer par la rondelle. D'accord? C'est une rondelle Grower qui se dessine de cette façon. Puis, je vais mettre
mon écrou qui se dessine de cette manière, mais je n'ai pas fini parce que normalement je dois mettre la fin de l'arbre que je dois tracer comme ça. D'accord? Et n'oubliez pas de mettre les traits fins à l'intérieur de l'arbre qu'on vient de dessiner, ce qui signifie qu'il y a un filetage. Alors, on a fini le dessin? Non, il me manque une dernière partie, c'est que quand j'ai une clavette, je dois dessiner une coupe partielle. Je dois montrer que c'est une coupe partielle en mettant les hachures. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.